Imaginez ce moment un peu suspendu, là, juste avant que le jour se lève. Cette quiétude, tout semble retenir son souffle. Et puis, une note, claire, pure, qui perce doucement le silence. Et très vite, une autre suit. Puis c'est toute une cascade de mélodies. Le monde, en fait, s'éveille en musique. C'est dans cet univers sonore, celui des chants d'oiseaux du petit matin, qu'on va plonger aujourd'hui. Et notre but, ce n'est pas juste d'écouter d'une oreille comme ça, un peu distraite. Non, on va essayer d'explorer ensemble la richesse insoupçonnée qui vibre dans ces sons. Pourquoi ça résonne si fort en nous? On va décrypter un peu ce paysage sonore, si commun, mais souvent juste survolé. Alors, voilà, tendons l'oreille, plus attentivement. Qu'est-ce qu'on entend vraiment? D'abord, c'est une montée en puissance, assez spectaculaire même. Souvent, ça commence par des interventions isolées, un peu comme des musiciens seuls qui lancent une phrase dans le vide, quoi. On distingue bien la signature de chacun. Un trill rapide ici, un appel plus long, plus modulé là. Les pionniers de l'aube. Et puis, le phénomène prend de l'ampleur. D'autres voix se joignent à cette conversation naissante. Le son s'épaissit, devient plus dense, plus complexe. Ça se transforme à un vrai chœur. Mais un chœur incroyablement vivant, où chaque interprète garde son timbre, sa partition. L'ensemble, ça forme une harmonie, oui, foisonnante, presque étourdissante par moments. Et la diversité, elle est frappante, même pour une oreille qui n'est pas experte. Il y a ces pépiments très aigus, presque métalliques. Ça contraste avec des gazouillis plus ronds, plus graves. Certains enchaînent des séquences très rapides, comme des notes piquées, alors que d'autres déroulent de longues mélopées, complexes, pleines de variations. C'est une palette sonore incroyable. On a l'impression d'une discussion animée, où chacun veut placer son mot, répondre à l'autre, affirmer sa présence. Je me souviens d'une fois où j'ai vraiment écouté attentivement en essayant de suivre les conversations. Il y avait ce merle, tout près, avec son chant très très élaboré et presque baroque. Et en arrière-plan, plus loin, le coucou, qui ponctuait avec ses deux notes régulières. Et entre les deux, une multitude de petits cris, d'appels plus discrets. C'est comme découvrir plusieurs couches de musique qui se superposent. C'est une excellente image, ça, la superposition de couches. Et ce qui est fascinant ici, c'est que derrière cette apparente cacophonie organisée, il y a des raisons biologiques très fortes. Ce concert matinal, il n'est pas gratuit. Chanter, ça demande énormément d'énergie aux oiseaux. Surtout à ce moment-là, quand ils sortent du jeûne de la nuit. Donc, s'ils le font, c'est que l'enjeu est crucial. De l'énergie. Ah oui, je n'y avais pas pensé sous cet angle. On imagine ça comme quelque chose de naturel, d'instinctif. Mais ça a un coût pour eux alors. Absolument. Produire ces chants souvent puissants, complexes, c'est coûteux, métaboliquement parlant. C'est pourquoi la performance elle-même, c'est un signal. Pour beaucoup d'espèces, le chant à l'aube, ça sert principalement à deux choses. D'une part, c'est une affirmation territoriale très claire. Attention, cet espace est occupé, c'est mon domaine. Le fait de chanter fort et tôt, ça montre aux rivaux potentiels que le propriétaire est en forme, prêt à défendre son territoire. Et d'autre part, c'est un outil de séduction essentiel. Chez de nombreuses espèces, c'est le mâle qui chante le plus. La complexité de son chant, la durée, la puissance, tout ça, ce sont des indicateurs de sa qualité génétique, de sa santé, de sa capacité à trouver de la nourriture et donc potentiellement à être un bon partenaire, un bon pourvoyeur pour la nicher. Une femelle qui écoute peut évaluer les candidats à distance, rien qu'à la qualité de leur performance vocale. C'est une sorte de curriculum vitae chanté, si vous voulez. Un CV chanté. L'idée est parlante, oui. Donc, derrière la beauté qu'on perçoit, il y a une compétition, une communication très directe d'informations vitales. Exactement. C'est un langage fondamental. Un système de communication extraordinairement efficace, façonné par l'évolution. La structure même des chants, les motifs répétés, les variations, tout ça peut coder des informations précises sur l'espèce, l'identité de l'individu, son statut social, même son état émotionnel. Est-il agressif, en mode séduction? C'est beaucoup plus riche qu'une simple jolie mélodie pour nos oreilles. Et puis, il y a l'autre aspect, notre propre réception de ces sons. Pourquoi est-ce que ce concert matinal nous procure souvent ce sentiment de bien-être? Pourquoi on l'associe à la tranquillité, au renouveau? Notre connexion à ces sons naturels est profonde. Oui, c'est vrai ça. Il y a un effet quasi immédiat. Même en ville,
Parfois, entendre quelques oiseaux chanter le matin, ça peut changer l'atmosphère, apporter une touche d'apaisement. Comment on l'explique ça? Alors, il y a plusieurs pistes. L'une renvoie à notre histoire évolutive, ce qu'on appelle parfois la biophilie, notre affinité innée pour le vivant, pour les environnements naturels. Ces sons nous reconnecteraient à un environnement ancestral qu'on percevait comme sûr, riche en ressources. Ils signalent l'absence de danger immédiat, le début d'un cycle naturel stable. Voilà. D'autres approches, plus psychologiques, suggèrent que les sons naturels, par leur complexité, leur caractère non répétitif et non menaçant, ils captent notre attention sans effort. C'est ce qu'on appelle l'attention involontaire. Et ça permet à notre esprit de se reposer, de restaurer ses capacités cognitives qui sont souvent sursollicitées par le bruit, l'agitation de la vie moderne. Le chant des oiseaux serait ainsi un excellent antidote au stress, à la fatigue mentale. Il nous ancre dans le présent, dans une temporalité plus organique. Un antidote sonore au stress. C'est une belle façon de le dire. Ça donne envie de voir ces moments non plus comme un simple fond sonore, mais comme une ressource active pour notre bien-être. Tout à fait. Et si on élargit encore un peu la perspective, ce chœur, ce n'est pas seulement une collection d'individus qui communiquent entre eux, c'est aussi un reflet de la santé de tout un écosystème. La diversité des espèces présentes, l'intensité de leur chant, les moments où ils commencent à chanter, tout ça peut donner des indications précieuses sur la qualité de l'environnement, la présence de prédateurs, la disponibilité de la nourriture, et même les effets du changement climatique, qui peuvent modifier les cycles de reproduction et donc les périodes de chant. Donc, en apprenant à écouter, on pourrait presque lire l'état de santé d'un lieu à travers ces oiseaux chanteurs. Dans une certaine mesure, oui. D'ailleurs, les bioacousticiens utilisent de plus en plus l'analyse des paysages sonores pour le suivi de la biodiversité. Un environnement acoustiquement riche, diversifié, c'est souvent le signe d'un écosystème en bonne santé. Et à l'inverse, un appauvrissement du concert matinal, ça peut être un signal d'alerte. Chaque chanteur est une pièce d'un grand puzzle vivant. Ça change complètement la perspective, c'est vrai. L'écoute devient alors une forme d'observation participante. Et c'est vrai que l'expérience est radicalement différente quand on passe de l'audition passive, bon, le son est là, mais on n'y prête pas attention, à une écoute active, intentionnelle. Quand on fait cet effort conscient, on commence à démêler les fils de cette tapisserie sonore. On peut essayer de suivre un oiseau en particulier, repérer les motifs qu'il répète, les variations qu'il introduit. On perçoit mieux les réponses, les dialogues qui s'installent. Parfois, on entend presque un appel et une réponse claire entre deux individus. C'est fascinant. Et puis, il y a la dimension spatiale qui apparaît. Avant, c'était peut-être juste un mur de son. Mais en se concentrant, on distingue les chants qui viennent de très près, avec tous leurs détails. Et ceux qui émanent de plus loin. Ça crée une sensation de profondeur, d'espace. L'arbre juste à côté, le bosquet au fond du jardin, la forêt plus lointaine. Le paysage prend du relief sonore, littéralement. Il y a une richesse incroyable qui se révèle dès qu'on décide d'accorder un peu de notre attention à ce phénomène. On réalise que ce n'est pas juste un brouhaha, mais une structure complexe, dynamique, pleine de nuances. On pourrait se demander, qu'est-ce que je n'ai pas encore entendu? Quelle subtilité va se révéler à la prochaine écoute? C'est exactement ça. Et la valeur de pouvoir accéder à ces expériences sonores, que ce soit directement dans la nature ou grâce à des enregistrements de qualité, elle est immense aujourd'hui. C'est une porte d'entrée formidable pour renouer un lien avec le monde naturel. Un lien qui s'est souvent distendu, en particulier pour les personnes qui vivent en milieu très urbain. Ces chants sont comme une bouffée d'air frais acoustique. Un rappel qu'il existe un autre monde, vibrant de vie, au-delà de nos préoccupations immédiates. Et ça nous conduit naturellement à parler de paysage sonore, le soundscape en anglais. C'est l'ensemble de l'environnement acoustique qui nous entoure. Le paysage sonore naturel, avec ses composantes géophysiques, le vent, l'eau, et biologiques, les animaux, c'est une part essentielle de notre patrimoine planétaire. Mais il est de plus en plus menacé. Menacé. Par quoi principalement? Le bruit humain, j'imagine. Oui, la pollution sonore anthropique est la menace principale, clairement. Le bruit constant du trafic routier, aérien, les chantiers, l'industrie, tout ça crée un brouhaha de fond. Et ce bruit peut masquer complètement les sons naturels. Pour les oiseaux, ça signifie qu'ils doivent chanter plus fort ou à des fréquences différentes pour se faire entendre, ce qui demande encore plus d'énergie et peut réduire l'efficacité de leur communication. Dans les cas extrêmes, certaines espèces désertent les zones trop bruyantes.
Prendre conscience de la beauté, de la complexité de ce concert matinal, c'est aussi prendre conscience de sa fragilité. Et ça soulève une question importante sur notre responsabilité collective. Comment préserver ces ambiances sonores naturelles? Comment faire en sorte que les générations futures puissent elles aussi connaître cette expérience? Ça passe bien sûr par la protection des habitats, mais aussi par une réflexion sur la réduction de notre propre empreinte sonore. Protéger le silence, ou du moins protéger les sons de la nature du vacarme ambiant, c'est un enjeu dont on parle moins souvent que la pollution de l'air ou de l'eau, mais qui semble tout aussi crucial. Il l'est, parce que le paysage sonore est une dimension vitale de l'environnement, pour la faune comme pour nous. L'idée fondamentale, au fond, c'est de réapprendre à considérer les sons qui nous entourent, même les plus familiers, comme le chant des oiseaux. Ne pas les voir comme acquis ou anodins, mais comme porteurs d'une profondeur, d'une signification, d'une beauté qui mérite notre attention et notre respect. Une richesse incroyable dans un phénomène qu'on croyait connaître. Derrière la mélodie, il y a un langage complexe, des enjeux biologiques vitaux. C'est ensuite une formidable opportunité de reconnexion au monde vivant, un antidote possible à notre rythme freiné. C'est un appel à une écoute plus profonde, plus consciente. Tout à fait. Et pour aller un peu plus loin, peut-être que cette prise de conscience de la richesse du concert des oiseaux peut nous inspirer au-delà de ce seul exemple. Si on commence à écouter plus attentivement ces chants matinaux, peut-être que ça nous incitera à porter une oreille différente sur l'ensemble de notre environnement sonore. Qu'en est-il du bruit du vent dans les arbres, du murmure d'un ruisseau, ou même des sons de la ville, le rythme des pas sur le trottoir, l'écho lointain d'une sirène? Qu'est-ce que ces sons nous racontent sur le lieu où nous sommes, sur l'activité qui s'y déploie, sur notre propre état intérieur en les percevant? Finalement, la question que ça soulève, c'est: en apprenant à mieux écouter le monde, est-ce qu'on n'apprendrait pas aussi à mieux l'habiter?